Je suis en route pour aller rencontrer Marine, ça fait 4 ans qu'elle vit en Thaïlande, elle est d'ailleurs mariée à un Thaïlandais et dans cette vidéo, elle nous partage son expérience. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis dans la province de Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande pour interviewer Marine. Salut Marine, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Bah ça va super, hein, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Ah bah, t'es prête? Ouais. Eh bah c'est parti. Allez. Allez, commençons par le commencement. Peux-tu te présenter? Bien sûr, je m'appelle Marine, j'ai 31 ans, je suis en Thaïlande depuis bientôt 4 ans maintenant et j'habite dans un petit village Karen à 30 km de Chiang Rai en Thaïlande du Nord. Ok, et tu viens de quel coin de France? Alors moi je suis née en Haute-Savoie, proche d'Annecy, mais j'ai grandi en Dordogne, puis après je suis partie un petit peu partout pour le travail. Ok, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais juste savoir, qu'est-ce que tu faisais en France avant de t'expatrier en Thaïlande? Alors avant je travaillais dans l'hôtellerie de luxe à Lyon, et puis après j'ai aussi fait les saisons Val Thorens, je suis allée en Corse. Voilà, dans l'hôtellerie de luxe, je travaillais à la réception et j'ai aussi travaillé côté restauration en tant que maître d'hôtel. Ça fait 4 ans que tu es en Thaïlande, c'est ça? 4 ans. 4 ans à Chiang Rai? Oui, 4 ans à Chiang Rai. D'accord, alors pourquoi la Thaïlande et pourquoi Chiang Rai en particulier? Pourquoi la Thaïlande? Tout simplement parce que à l'époque, quand je suis venue en voyage ici, mon grand frère, il habitait à Bangkok et donc j'ai choisi la Thaïlande par rapport à ça, au tout départ. Et puis pourquoi Chiang Rai? Parce que j'y ai rencontré mon mari. Donc voilà pourquoi je suis restée ici. D'accord. Tu as rencontré ton mari qui habite dans la province de Chiang Rai, mais Ouais. qu'est-ce qui t'a amené À Chiang Rai? à Chiang Rai? Alors, faut savoir que moi j'ai passé plus de 5 mois en Thaïlande sans aller sur une île. J'avais vraiment envie de découvrir la Thaïlande authentique. J'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus et découvrir vraiment des endroits naturels. Et donc moi quand je suis arrivée en Thaïlande, on était au mois de juillet si je me trompe pas, quand je suis arrivée dans le nord de la Thaïlande, et c'était vraiment un moment hyper propice en fait pour pouvoir découvrir les rizières du nord. Et j'étais venue pour être volontaire dans un centre pour éléphants au D'accord. tout départ. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, puisque mon mari il était maout dans un centre pour éléphants. Donc tu viens de nous dire que tu es marié à un Thaïlandais. Ça fait combien de temps? Combien de temps vous êtes rencontrés? Je crois qu'on s'est rencontrés, c'est même sûr, ça faisait 5 mois que j'étais en Thaïlande. Et voilà, c'est en venant ici que je l'ai rencontré, donc ça doit faire peut-être 3 ans et demi, quelque 3 chose ans et comme demi. ça maintenant. 3 Et ans et marié demi, de- 4 ans peut-être. Marié depuis combien d'années? On s'est mariés 6 mois après que l'on se soit rencontrés. 6 mois après. Ok, Ouais. vous n'avez pas perdu de temps. Alors il faut savoir que moi normalement, je rêvais que mon mari me demande en mariage, etc. Et en fait, dès le départ, quand j'ai rencontré Dédé, je lui ai dit écoute, moi c'est pas prévu dans mes plans de me marier, donc ne me demande pas en mariage, c'est vraiment pas prévu pour tout de suite. Et en fait, c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Ah d'accord, ouais. Je sais pas, un jour je vais te raconter une anecdote qui n'intéressera peut-être personne, mais on était sur le scooter, on rentrait de Chiang Rai. C'était coucher du soleil, il y avait les champs d'ananas, les palmiers et tout. Les palmiers, les cocotiers. Et en fait, il était sur son scooter et il chantait à tue-tête. Et puis il me dit mais pourquoi tu chantes pas? T'es pas heureuse? Je lui dis si, je suis heureuse. Il me dit chante alors. Et là, quand il m'a dit cette phrase, ça peut paraître bête, tu vois, mais je me suis dit mais en fait, c'est avec lui que j'ai envie de faire ma vie. Voilà. Et là, tu as fait ta demande Ouais. en mariage. Mais c'est beau, Bah c'est ouais, mignon. beau. Pourquoi ce serait tous les hommes, tout le temps aux hommes de demander? Hein? Ok, jolie anecdote. Mais comment vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? C'est un peu particulier en fait. Moi, je suis venue en voyage ici, toute seule, en Thaïlande. J'avais vraiment envie de faire un voyage où je n'écoutais que moi et que mes envies. Et voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, je me retrouve ici avec mon ex, que j'ai pas vu depuis pratiquement 3 mois. Et je lui dis, écoute, il faut qu'on aille dans un centre pour éléphants. Je pense que ça pourrait t'intéresser de voir comment le tourisme a évolué auprès de ces animaux-là. Et donc, on se retrouve tous les deux dans ce centre pour éléphants. Et en fait, il est assis à côté de moi. Bon, il faut savoir que moi, j'étais malheureusement plus amoureuse de lui. Dès que je l'ai vu à l'aéroport, je savais que ça n'allait pas donner de suite. Donc la situation était un petit peu compliquée. Il est ici à côté de moi, moi je suis là. Et il y a un monsieur qui vient nous donner à manger. Vous venez d'arriver au centre. On vient d'arriver au centre pour éléphants, on a fait la matinée avec les éléphants. Et ce jeune homme qui arrive, en fait, c'est mon Dédé. Et en fait, je me souviens, je le vois arriver comme ça avec sa casquette de côté. Vraiment, mais pas... Je sais pas, il a rien fait en fait pour faire quoi que ce soit pour que je sois attirée vers lui. Les coups de foudre, des fois, ça s'explique pas. Ah mais franchement non, ça s'explique pas, je l'ai senti direct quand je l'ai vu, ça...
Tu vois, ça m'a fait un truc au cœur et je me suis dit, ok, là, il va se passer quelque chose. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Donc vous vous êtes rencontrés Ouais. au centre d'éléphants, là où tu étais venu avec ton ancien petit copain. Bon, après, j'ai Bon. essayé de faire les choses plus ou moins bien, même si c'est un peu compliqué parce que quand tu es en voyage avec quelqu'un, c'était pas prévu. Et puis, bon, bah, il y a de l'amour. Et puis, d'un autre côté, d'une autre partie, il n'y a plus d'amour. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai voulu quand même essayer de faire les choses bien. Donc, on est retourné à Chiang Rai. Et je lui dis, écoute, je peux pas t'expliquer. Je sais que je connais pas ce garçon. Je sais que je parle pas sa langue. J'ai pratiquement pas échangé avec lui. Mais il se passe quelque chose et j'ai pas envie de rentrer à Bangkok maintenant pour te ramener. J'ai vraiment j'ai envie de poursuivre ce truc-là. Et en fait, il était très intelligent et il m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses après que je me sois installée ici. Mais il m'a dit, tu sais Marine, je l'ai ressenti et en fait j'ai pris mon billet d'avion et là je m'en vais aujourd'hui vers 9h30. Donc en fait il avait déjà senti, si tu veux, le truc, alors que j'ai vraiment essayé d'être hyper respectueuse et de ne rien montrer. Mais quand tu as une attirance pour quelqu'un, tu peux pas, tu vois, tu peux pas contrôler ces choses-là. 3 ans et demi que tu es avec Dédé, ton mari. Au début, ça n'a pas été compliqué, je veux dire, vos différences culturelles. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? En toute franchise, franchement, au début, c'est là que ça va le mieux. Parce qu'au début... Tout beau, tout rose. Bah oui, puis on parlait pas la même langue. Donc moi qui suis hyper pipelette, tu as pu le remarquer. Donc du coup, j'étais plus dans l'observation, je le regardais, puis je le trouvais beau parce qu'il était... il est dans son environnement, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais beaucoup dans l'observation. Les différences et les moments qui ont été un petit peu plus compliqués, je dirais que c'est peut-être... Tu vois, je te dis que ça fait 3 ans et demi, je me demande si ça fait pas 4 ans qu'on est ensemble. Je suis très mauvaise pour les dates. Ça a été peut-être il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, où on s'est rendu compte que sur des projets communs, on n'avait pas la même façon de s'organiser. Tous les codes, en fait, ils sont complètement différents. On n'est juste pas formaté de la même manière, on n'a pas la même vie. Dédé, il a été élevé dans la nature, c'est son environnement. Donc moi, je suis un petit peu, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je suis un peu polluée. Donc je veux pas en fait lui transmettre mon stress parce qu'à certains moments, moi, je suis stressante, je suis stressée et stressante. Donc les conflits des fois, ou les moments où ça peut être compliqué, c'est d'essayer de se comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi la personne, elle comprend pas ou elle ressent pas la même chose que toi. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer en fait, c'est surtout ça pour éviter qu'il y ait trop de différences culturelles, pour les comprendre surtout, pour comprendre les différences Tu peux culturelles. nous donner des exemples? Un exemple? Des exemples, un exemple. Par exemple, juste, tu vois, nous on fait beaucoup de choses, on est obligé de construire beaucoup de choses avec nos mains. Tu vois, toutes les cabanes que tu as vues ici, les 3/4 on les a fait nous-mêmes ou c'est les parents de Dédé qui les ont faites. Et il y a des moments, par exemple, il y a 6 mois de ça, maman rentre à l'hôpital, donc la maman de Dédé, donc on n'est vraiment pas en très bon mood. Et en fait, je rentre dans la cuisine et la cuisine là au champ, elle s'effondre littéralement sous mes pieds. Dédé était au-dessus de moi et là tout tombe. Donc Dédé venait d'ouvrir son coffee shop. Donc on venait d'acheter de la vaisselle, etc. Et là tout tombe et tout s'explose en fait devant mes yeux. Moi j'étais comme ça, appuyée sur un petit mur de bambou. Et moi je suis dépitée. Là j'ai qu'une envie, c'est de partir et tu vois, de ne pas voir le problème. Dédé me dit t'inquiète, je vais faire ça, je vais changer, je vais réparer, ça va aller. Et en fait, Dédé, il a son idée en tête, il est hyper artistique, donc il me dit je vais faire ça. Et quand il m'expliquait, je dis mais Dédé, ça va pas être hyper pratique en fait. Tu mets l'évier ici, mais le feu, il est là-bas. Et la vaisselle, elle est de l'autre côté, c'est pas pratique. Il me dit non mais on fait et après on verra. Au pire, on recommencera, tu vois. Ouais. Et nous, on n'est pas comme ça. Nous, on fait pour que ce soit fait une fois pour toutes et on n'en parle plus. Et donc ça a été un truc, et c'est encore un truc aujourd'hui où je dois m'habituer, où en fait... La vie, pour eux, c'est un jeu, c'est un éternel recommencement. C'est pas grave, tout est mebenrai. Ça veut dire c'est pas grave. Mebenrai, ouais. Mebenrai. Donc voilà, un exemple, mais il y en a 50 000 autres. Il faudrait que je les note, tu aurais dû me dire. Écris un livre. Donc au final, en fait, il n'y a pas vraiment eu de gros chocs culturels dans ta relation avec ton mari. Il y avait pas un truc où je me suis dit... Pas un truc de fou, quoi. Non, pas un truc où moi je me suis dit, bon, laisse tomber, ça. Voilà, pas quelque chose qui pourrait remettre en question ta relation. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se diraient... Moi, tu vois, des fois, je raconte mes petites histoires à des copines qui me disent, non mais comment tu fais, quoi? Mais en fait, quand t'aimes quelqu'un, et moi, j'ai été tellement bien accueillie, et je m'estime tellement chanceuse. Ici, je me sens vraiment à ma place, en fait. Donc, je pense que quand tu es accueillie quelque part, c'est aussi à toi de t'adapter.
que ce soit mon mari ou que ce soit ma belle famille ou les villageois, ils m'ont pas demandé en fait, tu vois. C'est moi qui suis arrivée. Donc je pense que j'ai pas mal, c'est à moi aussi de faire les premiers pas, de faire, de m'adapter tout simplement. Donc même s'il y a des choses qui paraissent difficiles au quotidien ou des fois c'est, voilà, il faut prendre sur soi, ça fait partie de mon expatriation ou de mon, comment on dit, immigration, puisque je sais qu'il y a 2 mots et que ça a tendance, voilà, mais ça fait partie de ça, quoi. Ok, donc en fait, dans ton quotidien justement, quelles sont les difficultés liées à la culture thaïlandaise et à vos cultures différentes en fait? Alors déjà, bon, nous on est Karen, on fait partie d'une communauté Karen. Alors il faut savoir qu'il y a plein de Karen, il y a des sous-ethnies Karen, etc. Et c'est déjà un peu différent que les Thaïlandais, mais moi il y a quelque chose, je dirais pas que ça a été plus une surprise, où je me suis dit, c'est bizarre quand même. Il y a eu plusieurs petites choses, par exemple, tu vas sur le marché, tu rentres chez toi, les gens ils vont te dire, qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ils sont curieux. Ils sont curieux, mais en fait c'est normal. Si tu veux faire l'inverse, comme je te disais tout à l'heure, tu vois quelqu'un passer, si tu croises son regard, tu peux pas faire comme si tu l'avais pas vu. Tu l'invites à manger, tu l'invites à boire un verre, même si tu n'as rien en fait, juste tu lui dis de venir se reposer avec toi, de papoter, etc. Et ce qui m'a fait bizarre au début, j'ai une anecdote. Bon, faut savoir que même si peut-être pour les Français 9h ça paraît pas tard, mais ici si tu te lèves à 9h, clairement c'est comme s'il était midi chez nous, quoi, tu vois, enfin en France. Et c'était un jour où voilà, je me lève, il est 9h du matin, on était encore à la maison au village à ce moment-là. J'entends déjà un petit peu de bruit, moi je me dis ils sont complètement ouf ici, ils font du boucan, c'est pas possible. En fait ils sont tous levés à partir de 5h30, 6h du matin. Je suis avec ma petite serviette comme ça en petite occidentale et je vais dans la salle de bain. Donc pour aller dans la salle de bain, il faut descendre des escaliers, être à l'extérieur, rentrer dans le salon, rentrer dans la cuisine et aller dans la salle de bain. Et en fait pendant ce trajet-là, je me rends compte que je croise peut-être 5 personnes. À ce moment-là je les connais pas ces personnes et je me dis mais ces personnes qui sont chez toi? Ouais, enfin chez mon mari, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là ces gens-là? Nous en France, il n'y a personne chez toi comme ça. On appelle avant de passer. Quand quelqu'un t'appelle à 8h, tu dis, oh là là, il est 8h, il est déjà tard. Tu vois ce que je veux dire? Là, ici, on est bien plus qu'une communauté, on est des amis, on est une famille, on est ce qu'on appelle ici Pinankan. Pinankan, ouais, c'est vraiment une famille, quoi, si tu veux. Donc on doit être là l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Et ça fait partie, en fait. C'est pas mal poli, en fait. Tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, là il est tard, tu m'enquiquines, j'aimerais bien que tu me laisses aller me coucher. Ça se fait pas. Tu laisses pas quelqu'un tout seul. D'accord. Et voilà. Donc ça a été au début un peu surprenant, en fait. D'accord. Donc là, on a parlé des différences culturelles et de comment tu t'es adapté ici à ton village Karen dans le nord de la Thaïlande. Donc ça t'a pris un certain temps pour t'adapter au mode de vie et tout ça, tu veux dire? Ouais. Franchement, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte de C'est venu tout seul? Ouais, de ce que je vivais. Je me suis pas rendu compte. C'est à partir du moment où, quand mon chéri il a ouvert le homestay et quand on a commencé à recevoir des personnes, c'est eux qui m'ont dit mais ça n'a pas été trop dur et comment vous avez fait, etc. Et je pense vraiment que quand tu es au bon endroit au bon moment, les choses elles se font toutes seules. Donc non, ça n'a pas été dur, c'est ça la question. Non, ça n'a pas été... Ça n'a pas été long. Non, et puis il faut savoir qu'en fait, alors je parle pour mon village, encore une fois, comme je te dis, il y a plusieurs ethnies, enfin plusieurs sous-ethnies Karen. Quand je dis sous-ethnie, ça ne veut pas dire inférieur, hein. C'est juste qu'il y a plusieurs branches, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Et dans mon village, les gens, ils sont vraiment hyper bienveillants, hyper à l'écoute. Moi, tu vois, attentionné. Ouais, attentionné. On me faisait des petits cadeaux. On venait m'aider. Quand je te parle des cadeaux, ça va être des je sais pas moi, on allait m'offrir une robe, on allait m'offrir des bananes, des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Et donc, si tu veux, il y a tellement de bienveillance qui t'entoure que même les petites choses qui te paraissent un petit peu bizarres ou qui font pas partie des choses que tu as l'habitude de vivre, le fait que des fois il n'y ait pas d'eau, il n'y ait pas d'électricité, le fait que des fois tu aies les routes bloquées parce que tu as un arbre qui tombe, etc. En fait, que tous tes plans qui, toi, moi dans ma vie d'avant, si j'avais prévu de faire ça, c'était ça, quoi. Si tu veux, ta journée elle était programmée. Mais en fait, il y a tellement de bienveillance et de choses cool à côté avec tous les villageois que tu l'oublies en fait. Donc on a un invité maintenant sur la vidéo. Salut Milou! Salut Milou, bienvenue.
Donc 4 ans que tu es arrivé en Thaïlande, plus ou moins 4 ans aussi que tu es avec Dédé, avec ton mari. D'accord, c'est génial, mais comment tu fais pour rester aussi longtemps en Thaïlande? C'est quoi ton visa? Ok, alors en fait, moi je suis arrivée en tant que voyageuse ici, hein. J'étais en mode backpack, je suis partie pour un voyage de 3 mois, donc j'avais un visa touriste. Mhm. Ensuite, j'ai trouvé un emploi puisque je voulais travailler, je voulais pas vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche, donc j'ai trouvé un emploi dans une école, et donc je suis passée en visa travail. Je crois qu'on dit business, peut-être, je me trompe peut-être, donc avec un work permit. Et là maintenant je suis en visa mariage. Parce que D'accord. depuis, après, nous nous sommes mariés. Donc à l'heure actuelle, tu es en visa mariage? Oui. Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce qu'il faut beaucoup de papiers? Qu'est-ce qu'on te Pour le demande? visa mariage, tu veux dire? Ouais. Alors, il faut le refaire déjà tous les ans, il faut faire une demande tous les ans. Ah d'accord. C'est pas vraiment compliqué parce qu'après, à partir du moment où tu fais ta première demande, la première fois quand tu te maries, là il y a beaucoup de papiers, il faut aller une fois à Bangkok, il faut aller à Chiang Mai, il faut aller à Mae Sai, enfin il faut aller dans plusieurs Ils te demandent quoi comme genre de papier? Au tout départ, alors il faut savoir que quand tu es une femme mariée à un Thaïlandais, c'est différent que quand c'est un homme qui est marié avec une Thaïlandaise. Oh, Déjà, tiens, c'est pas dingue les ça. mêmes papiers. Ouais. Par exemple, quand tu es un homme, il demande une garantie financière. Alors que quand tu es une femme, ils ne te demandent pas. Parce qu'en Thaïlande, légalement, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la femme. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ces papiers-là, il faut faire traduire, tu sais, les documents. Ouais. Nous, on a fait valoir notre mariage aussi bien ici en Thaïlande qu'en France. D'accord. Pour avoir un livret de famille. Donc c'est pour ça que tu es allé à Bangkok pour l'ambassade, c'est ça? Ouais, exactement, pour avoir tous les papiers. Puis tu es obligé de faire traduire tes papiers. Et il te faut des traducteurs officiels. Exactement. Bah, nous, on a eu de la chance de pouvoir le faire à Chiang Rai, d'ailleurs. Et puis après, maintenant, tous les ans, donc c'est assez marrant, donc ils te demandent des papiers assez lambda, ton passeport avec tout un tas de pages qui sont à l'intérieur, les pièces d'identité de mon mari, notre acte de mariage, ouais. etc. Et en fait, ce qui me surprend le plus au début, donc la première année, on m'a demandé une photo de notre mariage. D'accord. La deuxième année, enfin bref, on m'a demandé une photo de notre mariage ainsi qu'une photo devant notre maison, là où on habite, avec le numéro de la maison. Donc on est là comme ça tous les deux, vu qu'on n'a pas de numéro, on doit le marquer à la main, enfin c'est pas très joli. Et là, cette année, on nous a aussi demandé une photo à l'intérieur de notre maison et sur notre lit. Ah, j'allais dire ça, c'est quoi la prochaine étape? Une photo dans le lit? On doit s'asseoir sur le lit, donc c'est un peu gênant. Mais bon, voilà, maintenant ça me fait rire, je suis habituée. Et après, c'est 1900 bahts. Je dois donner aussi 1900 bahts tous les ans. Ok. Et tous les 3 mois, on doit aller au service de l'immigration. Te faire montrer comme quoi tu vis à cet endroit, à cette adresse. Exactement. Alors au départ, je vais y aller avec mon mari, puis maintenant je peux y aller toute seule. Tu sais, souvent on dit que l'immigration c'est toujours un peu compliqué, et c'est vrai que c'est pas hyper simple. Mais à partir du moment où tu respectes les règles, que tu t'armes de patience et que tu sais qu'il y a des moments, c'est pas parce que toi tu as décidé de faire ça aujourd'hui que ça va se faire aujourd'hui, tu respectes les officiers, bah voilà, ça se passe. Ouais. Puis après, c'est une habitude à prendre aussi, je pense. Oui, c'est ça. Je dois t'avouer quand même que c'est contraignant le fait, les 3 mois. Ça passe vite, surtout 3 mois en fait. Ça passe hyper vite, et moi il est pas rare que je l'oublie. Tu vois, on est ici, des fois on s'occupe du riz, on fait les choses, enfin quand on est en période de rizière par exemple, quand il faut récolter le riz, il y a des moments en toute franchise, ton visa tu l'as oublié. Et il m'est arrivé de devoir payer, tu dois payer, je sais plus combien c'est. Du coup, c'est une amende. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est pas 500 bahts par jour, mais je suis pas sûre. Mais moi, en tout cas, j'avais dû payer 2000 bahts. D'accord. Bon, tu t'es pas trop raté, ça va. Ouais, ça va. Ok, donc, tu as un visa qui est renouvelable tous les ans. Donc, pour une durée d'1 an. Tous les 3 mois, tu dois aller pointer à l'immigration. C'est bien beau. Mais, comment tu gagnes ta vie? Avec mon buffle. Avec ton buffle qu'on entend, ouais. Non, comment moi je gagne ma vie? Alors moi j'ai un site internet, adventai.com, comme mon profil Instagram. D'accord, on va le mettre en description. Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Et en fait je propose des conseils voyage sur forme de carnet de voyage, donc des feuilles de route, des e-books, maintenant il y a plein de noms. C'est-à-dire que souvent les personnes me contactent pour me demander des conseils pour telle ou telle région, ou tout simplement pour savoir quoi mettre dans sa valise, ou tout simplement pour, voilà, juste parce qu'ils ne savent pas quoi visiter en Thaïlande. Et donc moi j'ai un e-book hyper complet où il y a toutes les choses de départ, les formalités, comment changer de l'argent, etc., les choses de base. Et aussi, je propose des itinéraires personnalisés, c'est-à-dire que j'envoie un questionnaire à une personne, parce qu'une personne qui est toute seule, ou une personne qui est en famille, ou une personne senior, on n'a pas tous les mêmes envies de voyage. J'essaie de cibler son envie de voyage, ce qu'elle a l'attente de ce voyage aussi.
et de proposer un itinéraire qui lui ressemble plus. Un itinéraire sur mesure, donc en gros. Ouais, exactement. Par contre, je ne suis pas une agence de voyage. Moi, j'ai une entreprise en France, une micro-entreprise en France. Donc, c'est pas une agence de voyage, c'est plus une agence de conseil où, voilà, où tu reçois toutes tes infos directement sur ta boîte mail. Voilà. D'accord. Et donc tu fais tout ça depuis ici, depuis le homestay de ton mari. Alors en fait, si tu veux, donc là tu vois, on est au farmstay, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de réseau électrique. Mhm. Donc généralement, je descends au village, donc je fais à peu près 2,5 km pour descendre à la maison de famille au village et pour avoir une connexion internet. D'accord. Après, il n'est pas rare, surtout là en période de pluie. Des fois, on n'a pas internet, on n'a pas de réseau, on n'a pas d'électricité pendant parfois un jour, ça revient, ça repart. Donc des fois, quand j'ai vraiment des demandes qui sont assez urgentes ou que j'ai vraiment des carnets à terminer, eh ben, je vais en ville. Donc quand je dis en ville, je vais à Chiang Rai, je fais une trentaine de kilomètres aller pour pouvoir avoir une connexion. Avoir une connexion, ouais. D'accord. Donc ici, on est au farmstay de ton mari et c'est aussi l'endroit où vous vivez ensemble. Ouais. Il a donc un bungalow disponible. Ouais. Si des gens veulent séjourner, et en plus ça. vous faites si j'ai compris, vous faites aussi des expériences, des activités. Des expériences par Ouais, non, pas des... Ouais, on fait des activités. Alors en fait, comme je te disais tout à l'heure, quand on s'est mariés, la maman de Dédé, donc Dédé c'est mon mari, il s'appelle Bamnan, mais c'est pas moi qui lui ai donné le prénom Dédé, c'est vraiment son surnom, il s'appelle Dédé. Lui a dit, bah maintenant tu es avec une chérie, donc il faut que tu travailles. Donc ça a commencé comme ça. Mon mari, c'est quelqu'un qui habite dans la jungle, qui a toujours été dans la forêt, qui a toujours été proche de la nature. Donc il a essayé de chercher un travail en ville. Quelqu'un lui a dit, je connais une blanchisserie, etc. C'est vraiment pas un truc qui lui correspondait, quoi. Pas du tout, non. Donc ça ne l'a pas fait. Et d'un côté, j'étais soulagée parce que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de le changer. Et je trouvais pas ça normal que par amour pour moi, et pour qu'ils subvenissent entre guillemets aux besoins de notre famille, eh ben, ils doivent voilà, partir en ville pour travailler. Mmh. Et moi, je partageais beaucoup de photos sur les réseaux sociaux et j'ai quelques personnes qui m'ont dit « c'est chouette là où tu vis, on aimerait bien venir ». Mais moi, j'étais pas chez moi, quoi, si tu veux. Donc j'étais dans la maison familiale de mon époux et donc je me voyais pas inviter des gens. Et puis quand il y a eu ce petit... C'était pas un problème, mais quand il y a eu cette chose-là par rapport à l'emploi de mon mari, je lui ai mis l'idée. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai eu quelques demandes de personnes qui voulaient séjourner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je peux investir pour faire une chambre et pour qu'on puisse recevoir des personnes éventuellement. Il en a parlé à papa, il en a parlé à maman et ils ont été assez emballés par l'idée. Papa, il a tout de suite fait des petites choses en mobilier, enfin tu as vu, mais il fait des petites tables, etc., des chaises. Maman, elle rangeait tous les cartons de famille qui étaient là depuis quelques années, donc c'était assez... moi, ça m'a beaucoup émue. Je me suis sentie... j'ai eu la sensation qu'il me faisait vraiment confiance, tu vois, pour le coup. Et donc, c'est là qu'a été créé le homestay, au départ, dans la maison familiale, au village. Et puis, voilà, en quelques années, on a malheureusement... la maman de Dédé qui est décédée à la suite de nombreux AVC. Donc on a eu besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Moi j'avais besoin de souffler un petit peu parce que étant la fille, bah, c'était à moi de m'occuper de sa toilette, de faire la trachéotomie, la sonde nasogastrique, etc. Puisque bah, voilà, c'est le rôle d'une fille en fait. Et même si je suis la belle-fille, eh ben, ici, il n'y a pas de belle-fille, de beau-fils, de beau-papa. Le papa de Dédé, c'est mon papa, sa maman, c'est ma maman. Et donc, c'était normal que ce soit moi qui le fasse. Et à un moment donné, moi, j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner et de ce que je pouvais accepter aussi. La saison du riz reprenait, donc papa nous a dit, bah là, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que cette année, on ne fait pas de riz? Et moi, je me suis dit, mais les garçons, on ne peut pas faire de riz. Je vous rappelle que vous mangez du riz matin, midi et soir à 4 heures, que le riz c'est aussi la nourriture pour nos animaux. On a des buffles, on a des vaches, on a des canards, on a des poules, etc. Donc c'était pas possible. Et donc on a essayé de réfléchir et de trouver un accord et nous on est venu ici au farmstay maintenant, mais donc au champ. On a commencé à reprendre notre quotidien, à embellir un petit peu le lieu. Il y avait une cabane qui tombait en ruine et ben, on a retapé un petit peu la cabane, c'était pendant la période du Covid. Et là, des petites demandes, des gens qui veulent venir séjourner. Donc mon mari a réouvert le farmstay
depuis décembre l'année dernière. Donc là, on est en 2022, donc 2021, il a réouvert ici. Donc il y a cette activité-là que mon mari gère. Moi, je suis là parce que j'adore parler, et donc je peux parler à des Français, puisque c'est souvent des Français, des Belges, des Canadiens, avec lesquels je peux échanger. Comme tu le vois, je parle beaucoup. Et à côté de ça, on a aussi essayé de mettre en place des activités pour que notre petit cocon il soit aussi bénéfique aux gens de notre village, puisque c'est extrêmement important en fait qu'on travaille ensemble et qu'on se soutienne. Donc on fait des journées découvertes, donc découverte du bambou, où là on apprend, enfin souvent c'est mon mari qui s'en occupe, mais donc il fait des verres en bambou, des spatules, il peut y avoir toutes sortes d'objets. Et il y a aussi mes cousines qui font du tissage carène, c'est comme ce que je porte là. Et donc on les forme au tissage carène, donc on fait le métier à tisser. Ouais, c'est chouette. Puis c'est une façon en fait, si tu veux, tu vois, moi la maman de Dédé, elle m'a appris à tisser il y a maintenant 4 ans. J'étais hyper émue parce que c'est quelque chose qu'on fait qu'elle te transmet en fait de génération en génération, donc du coup tu t'es senti vachement intégrée et membre de la famille. C'est ça. Et donc je pense pas qu'on a des missions de vie ou pas du tout, mais je me suis dit c'est peut-être un peu aussi je me dois en fait de faire perdurer ce savoir, puisque maintenant il y a beaucoup de personnes qui vont travailler en ville, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément envie de passer leur temps à tisser. Donc quand il y a des personnes qui sont motivées et qui ont envie de faire perdurer ça, ben, je me dis que de se regrouper, de faire des tissages, de partager le savoir-faire ancestral de notre ethnie auprès de voyageurs, finalement ça booste un petit peu tout le monde, et puis ça nous permet nous de passer des super bons moments. Moi du coup je suis moins derrière mon ordinateur et je peux papoter, et puis voilà, on est tous ensemble, donc c'est des moments de partage, c'est chouette. Ok, top. Donc du coup, à quoi ressemble le quotidien de Marine? De Marine. C'est rarement tous les jours pareil, et ça c'est ce qui est plutôt cool quand tu travailles et que tu vis un peu en autonomie. Moi j'aime pas dire autosuffisance parce que je pense que ça dépend des besoins de chacun. Nous on vit dans la nature, on fait pousser nos haricots, nos concombres, etc. Mais ça ne nous empêche pas des fois d'aller en ville manger une pizza parce que moi j'ai envie de manger du fromage. Donc le quotidien il est un petit peu varié en fonction de tout ça. C'est-à-dire que de toute façon on est obligé de faire notre quotidien par rapport aux animaux. C'est notre priorité. Donc on doit parce qu'ils n'ont pas de vacances. Ils sont là. Puis comme tu vois, quand il y a les rizières comme ça qui sont toutes verdoyantes, on ne peut pas laisser les buffles et les vaches en liberté. Donc il faut vraiment s'en occuper. Donc là, voilà, on s'occupe des animaux. Et puis après, ça dépend. Moi, j'aime bien faire des métiers à tisser. Donc je fais du métier à tisser pour après partager avec mes cousines qui, elles, passent au tissage. On fait tout un Donc quand tu dis tes cousines, c'est donc... Les cousines de Dédé. Voilà. Ouais. Donc des fois je fais du tissage, des fois je fais du bricolage dans mon jardin, etc. J'aime beaucoup m'occuper des buffles, j'adore, donc je suis toujours toute cracra. Et puis je vais à la nuit. Est-ce que tu prends des bains de boue avec les buffles? Non, mais sinon ils te mettent toujours des coups de queue comme ça, donc tu t'en prends toujours partout, finalement tu finis. Oui, donc en fait, donc c'est pas le bain de boue, mais c'est le masque de boue, c'est quoi. Le masque de boue, exactement. D'accord. D'où cette superbe peau. Ah, voilà, je me doutais. Donc voilà, c'est lié un petit peu à tout ça. Et j'ai appris ici, et j'apprends encore, quelque chose qui est très important pour les Karen, c'est, comme en thaïlandais on dit mi kwamsu. Ça veut dire avoir du bonheur. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que tous les jours soient une belle journée. Et donc si tu as envie de te reposer, tu te reposes. Si tu as envie de manger, tu manges. Donc c'est quelque chose que j'essaie de cultiver et de réapprendre, parce que moi j'ai mes codes où il faut travailler, où il faut gagner de l'argent pour payer ce qu'on a besoin de payer, etc. Donc voilà, je jauge un petit peu avec tout ça, entre ma culture, celle de mon mari. J'aime beaucoup parler, donc je parle souvent avec les villageois. On se croise sur la route, donc les journées elles passent assez vite. Le soleil il se lève, il est 5h30, 5h30. Puis à 6h, 6h30, il est déjà couché. Donc voilà, les journées commencent tôt et terminent tôt. Et elles sont bien pleines de bonheur. Ouais, de bonheur. On essaie le plus possible. Il y a des moments, des fois, qui sont pas marrants, hein. Tu vois, comme je te disais, là, en ce moment, on habite dans une maison en bambou et de paille, donc il faut refaire la paille. Il y a des moments où ça s'inonde, il y a des moments où il y a des complications. Mais l'important, c'est d'être ensemble et d'essayer de faire que ça. Ouais. Ok, maintenant, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimes de la Thaïlande et qu'est-ce que tu n'aimes pas de la Thaïlande.
En Thaïlande, déjà, j'aime les gens. Je trouve que les gens, ils sont hyper accueillants. Je dirais pas qu'ils sont toujours souriants, parce que c'est pas vrai, mais je les trouve assez. Ils sont bienveillants. Tu peux toujours te faire des potes partout hyper facilement une fois que tu fais un petit peu d'effort pour parler un petit peu thaï. Je trouve que ça, c'est vraiment cool. J'adore la nourriture. Je crois que j'ai une préférence pour la nourriture Karen que la nourriture thaïlandaise, parce que D'accord. Dédé, il cuisine trop bien. Génial, donc tu as un mari qui cuisine. Ouais, bah oui. Bien joué. Ouais, bien joué. One point. Ça, et puis j'aime bien. Ce que j'aime sur la Thaïlande, c'est que si tu veux, il y a plein de facettes. Tu vois, nous, on peut être ici au niveau des rizières. Tu peux prendre un bus de nuit et puis après, tu arrives dans un endroit plus une ville avec de l'artisanat. Puis tu vas ailleurs et là, tu arrives à Bangkok et après, tu peux aller dans le sud et après, tu peux aller. Ça, j'aime bien. J'aime bien la facilité. Je trouve que quand tu veux voyager de façon plus ou moins écologique, c'est facilement possible et ça coûte pas très cher. Donc ça, j'aime bien. Il y a plein de choses que j'aime bien, mais je les ai oubliées. Et donc, les choses que t'aimes pas? Les choses que j'aime pas, je dirais pas forcément que c'est quelque chose que j'aime pas, mais c'est quelque chose auquel j'ai dû faire face et auquel je suis pas habituée. Nous, quand on a des choses qui vont pas, en bon français, on le dit, on est assez cash. Et souvent, les Thaïlandais, ils sont un peu sur la réserve. Ils se bloquent, ils se renferment, ils disent rien. Et toi, tu es là, tu sais pas s'il y a tu sens qu'il y a un problème, mais on ne dira rien. Ça peut être aussi bien dans une situation familiale, amoureuse, que professionnelle, que même avec un vendeur. Tu vois, des fois, tu vas échanger sur un truc, tu vas demander quelque chose, ils savent pas, ou ils comprennent pas ta question, ou alors ils aiment pas ta question, ils considèrent que c'est un jugement, qu'importe, je ne sais pas. Et là, ils se renferment. Et ça, c'est difficile de dénouer en fait ces moments-là. Et si j'ai un conseil à donner, j'ai appris du haut de mes 31 ans, c'est d'ici de vraiment garder son calme et ne pas non plus essayer forcément de dire qu'on va avoir une réponse en fait. Se dire tout simplement que peut-être on n'aura pas de réponse. Mais moi j'essaie toujours de défroisser après la situation, même si j'ai pas eu ma réponse, sur le ton de l'humour, tu vois. Dire bon c'est pas grave et faire une petite blague. Parce que je pense que l'important c'est tu vois, qu'on garde pas un mauvais souvenir de cet échange, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc tout à l'heure quand je suis arrivé dans la maison familiale, je t'ai entendu parler avec papa. Ouais. Franchement tu gères quoi en Thaï. En Thaï. Franchement. Je suis un peu obligée, hein, si je veux parler avec des gens ici. J'aimerais avoir ton niveau, ça c'est clair. Je t'apprendrai. Ok, l'apprentissage commence maintenant alors. Hein, okay. Tu peux nous dire 2-3 mots, nous apprendre 2-3 mots? En thaïlandais. Des mots basiques Basique déjà, sawadikra. Sawadikra. Et sawadikra pour un garçon, ce qui veut dire bonjour. D'accord. Est-ce qu'en Karen on dit différemment? Oui, on dit complètement différemment, c'est un autre dialecte. Donc pour dire bonjour, ce sera holare. Ah oui, d'accord, oui, c'est vraiment complètement différent. Et on fait pas du tout le wai. Vous faites pas le wai? Non. D'accord. Un autre petit mot? Un merci? Oui, c'est ce que j'allais dire. Krop kunkra. Donc merci. Et en Karen, table. C'est vraiment différent. Oui, c'est complètement différent. C'est dingue. Ok, donc tu nous as dit que tu avais une micro-entreprise en France que tu utilises pour vendre tes carnets de voyage. Ouais. Est-ce que tu cotises du coup pour la retraite? Comment ça se passe? Comment tu prépares ta retraite? Alors je cotise pour la sécurité sociale. Je ne suis pas certaine de cotiser à la retraite, je crois que ça a changé. Il y a 4 ans en arrière, oui. Là dorénavant, je ne vais pas te cacher que je ne me suis pas trop renseignée pour ça. Donc ici non, je ne cotise pas du tout pour la retraite. Si j'en ai les moyens, j'aimerais bien verser tous les mois, tu vois, un petit peu de sous de côté, enfin des sous tout simplement pour prévoir. Faire un petit pécule, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'aimerais beaucoup, je croise les doigts, on verra quand ce sera le moment, mais plus tard faire une demande de nationalité thaïlandaise. Alors c'est hyper compliqué. Quand j'en ai parlé au service de l'immigration, le chef il m'a dit « Marine, va jouer à la loterie, tu auras plus de chance ». Mais je ne perds pas espoir et je me dis qu'un jour, si j'ai la nationalité thaï, je pourrais bénéficier en fait du service de santé thaï, qui est, on est d'accord, bien loin d'être du service français, surtout quand on n'est pas spécialement assuré en fait. Mais j'ai la sécurité sociale en France. Ici, j'ai aussi une assurance. Donc ça, c'est pour le côté maladie. Et pour la retraite, je ne cotise pas pour le moment. On est un peu, tu sais, pour le coup, je vis un peu plus à la locale. Au jour le jour. Voilà, au jour le jour, même si c'est vrai que j'y pense de plus en plus parce que, comme je te disais, quand maman est tombée malade, j'ai pris conscience quand même que
bah, il n'y avait pas d'accompagnement, quoi, tu vois. Pour te donner un exemple, elle a fait son AVC. Un mois après, elle était à la maison. La rééducation, c'était à nous de la faire. Tout ce qu'il y avait hein, pour parler, l'orthophonie, etc. Enfin, tout ça, c'était à nous de le faire. Les soins, c'était à nous de les faire, trachéotomie, etc. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, si tu bénéficiais de ce service-là de santé, clairement, voilà, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses. Mais voilà, je ne peux pas tout avoir, donc je me dis qu'un jour, j'arriverai voilà, à pouvoir mettre un peu tout de côté et prévoir notre retraite. Mais là, pour ta santé, tu as une assurance privée alors? Ouais, c'est ça, j'ai une assurance Gobayava. Ok. Ouais. D'accord, c'est une assurance spéciale pour les expatriés Ouais, alors il y en a pour les voyageurs et moi, c'est une spéciale expatriée que j'ai. Ouais. D'accord. Je fais une petite aparté pour vous dire que si vous cherchez une assurance voyage sérieuse et pas chère, personnellement, moi j'utilise ACS. Alors, à titre d'exemple, un mec comme moi de 38 ans pour un mois en Thaïlande, ça m'a coûté 40 €. Maintenant, à titre de comparaison, Chapka Voyage, le même sérieux, pour un mec comme moi de 38 ans, un mois en Thaïlande, c'est 104 €. C'est-à-dire vous avez 64 € de différence. Donc sérieusement, si vous voulez pas vous faire avoir et vous voulez le même sérieux, ACS Assurance, un mec comme moi, c'est 40 € le mois en Thaïlande. Je vous mets un lien en description. Si vous êtes intéressé, vous cliquez, en 2-3 minutes, le tour est joué, vous êtes assuré et vous voyagez en toute tranquillité. Ok, donc là on va faire une petite comparaison et je vais te demander si tu te sens, en tant que fille, est-ce que tu te sens plus en sécurité en Thaïlande ou quand tu étais en France? Sans aucun doute, je me sens beaucoup plus Tu parles en sécurité, je veux dire, qu'il m'arrive pas quelque chose, tu vois, c'est ça que je veux Voilà, dire. qu'on t'agresse pas, M'agresse, ouais. même du manque de politesse, manque de respect, de la sécurité en général. Je me sens beaucoup plus en sécurité ici. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'entraide. Que ce soit personnel, j'ai vraiment, j'ai plus peur, j'ai pas peur. T'as pas peur de te faire agresser par exemple? Non, j'ai pas peur de me... Non, franchement, non. Non, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur en ce qui concerne, tu vois, d'oublier les clés sur le scoot, sur la voiture. Tu l'as vu, bah regarde, nous, on n'a pas de porte, hein, on n'a pas de clé, etc. J'ai pas peur de ça. C'est peut-être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais à chaque fois que j'ai eu des choses, ce qui est très rare, mais pas hyper cool, partout dans le monde, bah, ça a toujours été malheureusement avec des Français, souvent. Donc non, franchement, ici, je me sens assez bien, assez safe. D'accord, donc plus en sécurité Ouais, ici. en Thaïlande. Ouais. Ok. Tu sais, j'habitais à Lyon avant de venir ici, enfin, avant de venir ici. Et j'ai trouvé que c'était chaud quand même, tu vois. On a, je sais pas, ici, les gens sont quand même vachement respectueux des autres. Tu vas pas voir quelqu'un dans un bus qui parle dans son téléphone hyper fort, qui met sa musique à fond alors que tout le monde dort. Tu vas pas voir quelqu'un mettre des coups dans... Je sais pas moi combien de fois ça m'est arrivé en France, tu dors dans un bus, il y a quelqu'un qui va te mettre des coups derrière. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, je dis pas que c'est mieux ici qu'en France, mais moi, de mon vécu, je me sens quand même plus en sécurité ici. Voilà. C'est un ressenti hyper personnel et je ne veux pas dire qu'on n'est pas en sécurité en France, mais moi je me sens beaucoup plus en sécurité ici que dans mon propre pays. D'accord. Maintenant, justement, donc en parlant de ton propre pays, qu'est-ce qui te manque de la France? Ce qui me manque, c'est ma famille française. C'est de ne pas pouvoir aller prendre un petit café avec ma maman, c'est de ne pas pouvoir serrer ma mamie dans mes bras, c'est de ne pas pouvoir partager les grossesses de mes cousines. Ça me manque. Je ne peux pas dire que c'est un manque parce que je ne l'ai jamais vraiment vécu. J'ai toujours beaucoup bougé et j'ai toujours été assez loin de ma famille. Mais là, de savoir que je ne peux pas le faire comme je veux et quand je le veux, bah, ça crée une petite frustration. Et ça me donne d'autant plus envie de profiter un max quand j'ai l'opportunité de les voir. D'accord. Après, côté alimentation et tout ça, franchement, je manque de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Je me fais des petits gâteaux, je me fais mon petit pain, je me fais... voilà, du fromage? Ouais, aussi du fromage. Alors, je suis assez feignante de ce côté-là, mais il y a quelqu'un qui le fait très bien ici dans la région, donc voilà. Génial. Ouais. Génial. Et voilà Marine, est venue l'heure de la dernière question. Donc la dernière question est la suivante. Si tu aurais des conseils à donner à des futures personnes qui aimeraient s'expatrier en Thaïlande ou même de manière générale dans n'importe quel pays, quels seraient tes conseils?
Bon, après, je sais pas si je peux me permettre de donner des conseils parce que moi, pour le coup, j'avais rien préparé. Je pense déjà, avant de vouloir s'expatrier à un endroit, je pense que déjà, c'est bien de pouvoir y aller avant de se dire, bah, moi, je vais aller en Thaïlande alors que tu n'as jamais visité la Thaïlande. Je pense que c'est bien de se rendre sur place, de visiter plusieurs endroits parce que, par exemple, c'est pas parce que moi, je suis bien ici à Chiang Rai que toi, tu y seras bien. C'est pas parce que quelqu'un d'autre est bien dans le sud de la Thaïlande que moi, j'y serai bien. Donc, je pense que c'est important de vivre une immersion. Se faire un premier avis. Ouais, se faire un premier avis. Et ce qui me semble important aussi, c'est de prendre connaissance de la culture locale, en fait. De se dire que quand on vient dans un endroit, c'est nous qui venons ici, donc on doit savoir s'adapter. Donc pour ça, il faut connaître un petit peu les coutumes et ce qui nous entoure, en fait. Voilà. Être prêt à faire, à se dire que tout n'est pas toujours tout rose. Voilà, à se dire que il faut faire des petites concessions par moment, mais que ça fait partie. Ça fait partie de l'expatriation ou de l'immigration. Ok, génial. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le témoignage de Marine va vous inspirer et va vous être utile dans une future éventuelle expatriation en Thaïlande ou même dans n'importe quel pays. Merci Marine d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Avec plaisir. C'était super sympa, c'était super intéressant ce que tu nous racontais. J'adore où tu vis, Merci. c'est magnifique. Merci. C'est bon, moi je dors ici. Hein. Vas-y, Tu peux mais me par faire mon contre, lit, faut que c'est tu fasses bon. ta chambre. Ah non, tu me le fais pas. Ah ouais, bon, je me fais ma chambre, c'est pas grave. Enfin bon, ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Mouah, petite bisette. C'est multi-bisette ça. On fait du kiss. On fait du kiss. Et toi? Merci à toi d'avoir... J'étais pas prêt. Salut Marine, comment ça va? Merci. Merci à toi d'avoir accepté. Avec plaisir, c'est toi qui m'invites. Avec plaisir et bienvenue. Ah ben... Ça va, merci d'être là. Merci, merci à... On va pas y arriver. On va pas y arriver. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je vais faire un baptisier. Purée. Ah tiens, il y a un œuf là. Ouais, ils pondent des œufs ici. Toilette. Ah mais qu'est-ce que je suis un idiot, je croyais que c'était une balle de ping-pong s'il te plaît.